So anyways, we're gonna start. Thanks everyone. Ah, je vais parler français. Je suis désolé. Je parlais. C'est la soirée d'astronomie en français. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Merci à tout le monde d'être venu à cette soirée très spéciale d'astronomie en français. On est toujours très content qu'on arrive à rejoindre la population francophone. On est à Montréal quand même. Ça n'arrive pas très souvent, mais Étienne s'est proposé pour faire une présentation en français ce soir, donc on le remercie très profondément. Donc Étienne a fait sa maîtrise ici à McGill, au département de physique, et maintenant il est à l'université de Copenhague où il travaille sur les neutrinos. Ce soir, il va nous parler de sa recherche sur le détecteur IceCube de neutrinos. Et ouais, ça va durer 45 minutes environ. Il y aura une période de questions de 10 minutes à la fin, donc gênez-vous pas pour poser des questions, et même après, vous pourrez venir lui parler si vous avez des questions sur sa recherche. Donc voilà. Vous m'entendez bien? Dans le fond, ça va bien? Super. Alors bonjour, bonsoir. Merci pour la belle introduction. Alors, je suis ici pour vous parler d'une particule qui est très étrange et mais très intéressante parce qu'elle échappe souvent à nos détecteurs. C'est une particule qui est très difficile à cerner, tant du point de vue physique, que de l'origine des mécanismes qui produisent ce genre de particules, qu'on appelle les neutrinos, que je vais décrire éventuellement dans cette présentation. Et donc, en fait, le thème de ma présentation aujourd'hui, c'est en fait une recherche qui a commencé il y a de cela un siècle, au 19e siècle, un mystère qui, jusqu'à tout récemment, était très difficile à résoudre. Et bien, pour commencer, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance de la planète physique à l'année 1912, en fait, au début des années 1900. Donc, à cette époque, c'est une époque qui est très révolutionnaire en physique. Il y a énormément de découvertes qui sont faites. Il y a des grandes discussions qui finissent par aboutir sur l'élaboration, par exemple, de la mécanique quantique. Et entre tous ces grands bouleversements, un des phénomènes qui a été découvert à cette époque, c'est la radioactivité. Alors, tout a commencé quelques années avant 1912. Un scientifique a posé une pièce d'uranium, un métal, qui était en apparence tout à fait banal à cette époque, sur une plaque photographique. Et puis, il s'est rendu compte, après avoir déposé cette roche sur sa plaque photographique, que ce matériau laissait une trace. Et donc, depuis cette première photographie d'un morceau d'uranium, en fait, d'un matériau émettant de la radioactivité, eh bien, il y a des grands savants comme Marie et Pierre Curie et Becquerel qui se sont mis à étudier le phénomène de la radioactivité, qui est un phénomène par lequel des atomes très lourds, composés de beaucoup de protons et de neutrons, finissent par être instables et émettent des particules chargées et se délaissent d'une partie de leur noyau dans un phénomène qu'on appelle radioactivité. Et donc, ces particules chargées-là, ce sont ces particules-là qui viennent interagir avec le matériau, avec la pellicule photographique que vous voyez ici. Et donc, c'est un phénomène qui était très intéressant et qui causait beaucoup de questions dans la communauté scientifique. Et une de ces questions, en fait, une fois qu'on a découvert qu'il y avait certains atomes qui étaient radioactifs, qui émettaient de la radioactivité, bien, une des questions que certains physiciens se sont posées, c'est que si on considère la Terre, qui est un assez gros paquet d'atomes, disons, c'est raisonnable de penser qu'il y a une certaine fraction de ces atomes qui sont radioactifs. Et donc, qu'il y aurait un degré appréciable, un degré mesurable de radioactivité ambiant. Donc, peu importe, l'idée c'était que peu importe où on se positionnait sur la Terre, on serait capable de détecter un faible rayonnement, un faible indice de radioactivité, parce que
il y a des atomes dans la Terre qui émettent la radioactivité. Je ne sais pas s'il y a un laser ou un pointeur qui me permettrait de... bon. D'accord. Je ferai ça. Et donc, une des questions, une fois qu'on se dit, bon, la Terre émet des particules radioactives, et donc, si on s'éloigne de la Terre, on peut considérer cette sphère comme étant une boule qui émet de façon uniforme de la radiation vers l'extérieur, vers l'espace. Et puis, ce qui découle de cette hypothèse-là, c'est que si on s'éloigne, si par exemple on partait en avion, on partait en montgolfière, si on s'éloigne de la surface de la Terre où se trouve la matière radioactive, bien l'hypothèse sur laquelle les gens tentaient de travailler, c'était qu'on mesurait progressivement de moins en moins de radioactivité. Il y aurait de moins en moins de particules radioactives qu'on serait capable de détecter. Et donc, tous ces questionnements-là, c'est des questionnements qui impliquent d'avoir beaucoup de temps libre. Et c'est donc un questionnement que un certain jésuite du nom de Theodore Wolff a pris beaucoup d'intérêt. Donc, il s'est beaucoup intéressé à cette question-là. Et donc, ce que ce physicien a décidé de faire, c'est de mesurer le rythme auquel on peut détecter des désintégrations radioactives un peu partout sur la planète. Et donc, sa manière de procéder, c'était la suivante. C'est qu'il utilisait un instrument ici qu'on appelle un électromètre, qui est essentiellement... Merci. Un électromètre qui est un appareil qui permet de mesurer des charges électriques. Alors, ça, c'est un dessin qui provient de ces publications, que je vais simplifier un petit peu pour vous. Alors, ce en quoi ça consiste, un électromètre, c'est que ça consiste en un vase hermétiquement fermé de verre, dans lequel on retrouve une tige de métal ici. Et cette tige de métal, elle va avoir une certaine charge positive ou négative. Elle va avoir une charge résiduelle. Donc, il va avoir un excès de charge. Un peu de l'électricité statique, essentiellement. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est que cette tige se sépare en deux branches. Et à l'aide d'un microscope qui est illustré ici, on peut mesurer et regarder la distance qui sépare ces deux branches de métal, ces deux tiges de métal. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant avec cet électromètre, c'est que lorsqu'on s'approche de cet instrument avec une tige de verre qu'on aurait frottée, par exemple, cette tige de verre-là va contenir une certaine quantité de charge. Il va y avoir de l'électricité statique à sa surface. Et donc, lorsqu'on amène cette charge à proximité de la tige de métal, il va y avoir une polarisation qui va s'effectuer. Donc, l'excès de charge sur la tige va se séparer. Donc, la charge positive va être attirée par la charge négative de la tige de verre. Et puis, la charge négative à l'intérieur de la tige de métal va se déplacer vers les deux embouts. Et puis, étant donné que les deux embouts auront la même charge, ce qu'on va remarquer si on regarde à travers le microscope, c'est que ces deux tiges vont dans le fond, se distancier l'une de l'autre. Et donc, ce qu'on peut faire avec ce bel engin, c'est que ce qui arrive à l'intérieur, donc à l'intérieur de notre verre, ça se peut qu'il va y avoir des atomes, ce n'est pas un vide parfait. Et puis, certains de ces atomes, c'est possible que certains de ces atomes se désintègrent, car ce sont des atomes, ce sont des composants radioactifs. Et quand un composant radioactif se désintègre, il va émettre un certain noyau chargé qui va venir absorber une partie de la charge résiduelle qui est contenue dans la tige ici. Et ce qui va arriver, en fait, c'est qu'il y aura moins de charge de signes opposés dans la tige et on va observer un rapprochement des tiges de métal. Donc, en mesurant la vitesse à laquelle ces deux tiges se rapprochent, on est capable de mesurer, d'avoir une idée de c'est quoi le taux auquel les atomes se désintègrent, le taux auquel on mesure
une certaine radioactivité dans l'air. Et donc, c'est avec ce genre d'instrument que des scientifiques comme M. Wolf, au début du 20e siècle, ont tenté de mesurer la radioactivité à travers, comme je disais, la planète. Alors, notre jésuite s'est donc promené un peu partout en Europe. Il a mesuré un certain taux. Donc, il s'est promené en Allemagne, mesuré une valeur de 22, disons. Il s'est promené à Bruxelles, mesuré une valeur de 19. Il s'est promené en Espagne, mesure une valeur de 21. Donc, mesure essentiellement qui ne change pas beaucoup, étant donné qu'il demeurait à la surface. Cela dit, de passage à Paris, toujours M. Wolf s'est dit, encore une fois, selon l'hypothèse selon laquelle la planète est une grosse boule radioactive, normalement, si je m'éloigne de la surface, je devrais mesurer moins de radioactivité. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais il y a une tour ici, qu'on appelle la tour Eiffel, qui s'élève à 330 mètres d'altitude. Et il s'est dit, je vais amener mon électromètre en haut, puis je vais mesurer. Et donc, en faisant un simple calcul, je me dis, bon, il devrait avoir une décroissance d'à peu près un facteur 2, disons. Et puis, ce qu'il a remarqué, en fait, et c'est le début du questionnement ici, c'est que le taux de radioactivité qu'il a mesuré au haut de la tour Eiffel n'était pas si différent du taux mesuré à la surface. Et donc, ça a posé beaucoup de questions. Une autre expérience qu'il a tenté de faire, c'est qu'il a amené son électromètre et puis il est allé prendre des mesures sous l'eau. Et puis, donc, on s'imagine, quand on est sous l'eau, on est plus proche du roc radioactif. Il devrait avoir plus de radioactivité. Et finalement, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il y en avait moins lorsqu'on mettait une espèce de bouclier d'eau au-dessus d'un électromètre. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont sorties de ces mesures, qui ont finalement intéressé un autre physicien, M. Victor Hess, qu'on voit ici avec sa superbe calotte d'aviateur. En plus d'être un physicien, M. Hess était également un amateur de montgolfière. Et puis, ce qu'il s'est dit, c'est que la tour Eiffel, ce n'était pas assez haut. Et donc, dans le but de poursuivre les mesures de M. Wolf, il s'est dit, je vais amener mon électromètre à des altitudes beaucoup plus élevées en effectuant des voyages en montgolfière. Alors, il a effectué plusieurs de ces voyages au cours des années 1912, 1913, 1914. Et donc, comme on le voit ici, dans sa montgolfière, il s'est mis à mesurer, encore une fois, les taux de radioactivité. Et donc, en surface, il arrivait aux mêmes valeurs que M. Wolf. Il commence à s'élever, il voit des valeurs qui divergent très peu de la radioactivité en surface. Puis, au fur et à mesure qu'il s'élève, là, il commence à constater que la radioactivité, elle augmente. Elle augmente vraiment beaucoup en fonction de l'altitude. Et donc, à partir de ces mesures, il s'est dit, bon, se pourrait-il qu'il y ait une autre source de radiation dans notre environnement? Et donc, son premier réflexe, ça a été de dire, bien, il y a le soleil, parce que, évidemment, quand on se promène en montgolfière au début du siècle, on ne veut pas vraiment faire ça de nuit, c'est assez dangereux. Et donc, il s'est dit, peut-être que le fait que le soleil soit levé, ce soit ça la source de radiation que je détecte quand je monte dans le ciel. Et puis, c'est difficile de faire quelque chose quand il y a le soleil et qu'on a besoin de la lumière pour se diriger. Sauf lors d'une rare occasion où la Lune se charge de bloquer le soleil pour nous. Et c'est ce qui est arrivé le 17 avril 1912. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu l'éclipse solaire de, je crois, l'an dernier, n'est-ce pas? Mais c'était très à la mode, toujours, en 1912. Donc, il y a eu une éclipse solaire totale en Europe à cette date. Et c'était également une journée dans laquelle M. Hess se promenait en montgolfière. Donc, ici, je vous demande d'apprécier, de vous mettre dans la peau de ce physicien qui est
1000 mètres d'altitude dans sa montgolfière et qui voit peu à peu la Lune couvrir entièrement le Soleil et couvrir, en fait, étendre, voir l'espèce de... la noirceur s'étendre sur la surface. Ça a dû être une expérience vraiment, vraiment impressionnante, je me dis. Et donc, bien qu'impressionné, Victor, il ne fallait pas qu'il perde non plus le fil de ses idées. Et donc, il s'est mis à mesurer à la même altitude, mais cette fois en l'absence du Soleil, la radioactivité. Et puis, il a trouvé le même chiffre, il a trouvé la même radioactivité. Il s'est dit donc, il existe une source de radiation, une source de radioactivité qui ne provient pas de la Terre, puis qui ne provient pas du Soleil. Alors donc, sa conclusion, c'est qu'il existe inévitablement une forme de radiation qui nous provient de l'espace. Et donc, c'est cette découverte, c'est cette conclusion qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1936, c'est-à-dire la découverte de ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Alors, donc c'est ça, il s'est départi de sa casquette après avoir gagné le prix Nobel. Et puis, depuis, il y a des centaines d'expériences en ce moment qui poursuivent son travail et qui mesurent toujours les propriétés de ces rayons, qui mesurent les taux de radioactivité en provenance de l'espace. Et donc, ici, j'ai une photo d'un de ces exemples plus récents qui est actuellement en orbite autour de la Terre. Ce que vous voyez ici, c'est la Station spatiale internationale qui est je crois qu'il se trouve à quelque chose comme 300 km d'altitude. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est l'expérience AMS-02, qui est un détecteur de rayons cosmiques. Donc, ce n'est pas exactement un électromètre, mais ça effectue la même tâche, c'est-à-dire que ça compte le nombre de particules radioactives qui passent à travers ce bloc de détecteur. Et donc, c'est actuellement une des rares expériences de physique pure actuellement en orbite sur la Station spatiale internationale. Et donc, tout ça m'amène à parler des rayons cosmiques qui sont le sujet principal de ce mystère auquel les neutrinos vont venir apporter un peu plus d'informations par la suite. Donc, les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées. 90% de ces particules, ce sont des protons. Identifiés ici selon l'appellation conventionnelle du zoo des particules. Vous irez voir sur Internet, vous pouvez avoir de jolies peluches à l'effigie des particules fondamentales. C'est génial. Donc, c'est principalement des protons qui proviennent d'un peu partout dans l'espace et qui peuvent être détectés de différentes façons, notamment lorsqu'elles interagissent avec des atomes de l'atmosphère et produisent dépendamment de leur énergie, elles peuvent produire d'immenses cascades électromagnétiques. Donc, un de ces protons va frapper un proton ou un noyau de l'atmosphère, puis ça va libérer toute l'énergie contenue dans le rayon cosmique va être dissipée sous forme de rayonnement lumineux et de production d'autres particules chargées. Et donc, ces rayons cosmiques-là, on est en droit de se demander, mais pourquoi sont-ils si intéressants? Et la meilleure façon que j'ai pu trouver d'essayer de vous convaincre que ces rayons-là sont vraiment un sujet d'étude très intéressant, c'est à travers cette figure ici qui a beaucoup de... qui peut sembler complexe, mais qui illustre le fait que ces rayons cosmiques-là couvrent une gigantesque plage d'énergie. Donc, comme je disais précédemment, les rayons cosmiques, c'est des particules chargées. On ne sait pas trop d'où elles viennent, mais on sait qu'elles ont un vaste éventail d'énergie. Et donc, sur ce graphique, ce que vous voyez, en fait, c'est qu'ici, vous avez une échelle qui est logarithmique, qui représente l'énergie des particules. Et ici, vous avez la quantité de particules qu'on observe à cette énergie-là. Et donc, ce qui est très intéressant de remarquer sur cette figure-là, c'est qu'on compte, ça c'est des mesures de plusieurs expériences qui comptent le nombre de rayons cosmiques qu'on détecte, le nombre de particules chargées qu'on détecte dans l'espace. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de mesurer des rayons cosmiques avec des énergies allant de
10 à la 13 d'une certaine unité à 10 à la 20 d'une telle unité. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est une jambe parce que quand on parle du spectre des rayons cosmiques, c'est généralement ce dont on parle ici. Et puis, il y a certaines inflexions dans ce spectre qui correspondent selon certains aux parties d'une jambe et qui distingueraient notamment, qui pourraient servir de point d'origine pour nous permettre de comprendre l'origine de ces rayons cosmiques. Et donc, juste pour vous donner une idée ici, la large plage d'énergie dont je parlais, ce qui est vraiment très difficile avec les rayons cosmiques, c'est que il faut être capable, lorsqu'on détecte une particule comme ça, il faut être capable d'expliquer la physique derrière le processus qui en est venu à produire un proton d'une telle énergie. Et donc, malgré que ce soit relativement facile pour de très basses énergies, on peut se dire, par exemple, on connaît des étoiles, les étoiles ont un vent solaire, ce vent solaire émet des particules de basse énergie. On sait qu'une partie de ce spectre, que je ne montre pas ici, provient du Soleil. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'objets dans notre galaxie, des étoiles à neutrons, des supernovas, qui ont des environnements assez énergétiques pour produire des particules chargées avec une énergie ayant ce genre d'ordre de magnitude. Sauf que vient un point où, comme je disais, rendu à l'inflexion, vient un point où on regarde les objets qu'on a dans notre galaxie, puis on n'est pas capable d'expliquer avec les énergies impliquées ce qui permettrait de produire des protons d'une telle énergie de 10 à la 17 électronvolts, qu'on dirait. Et donc, pour avoir un portrait complet des rayons cosmiques, c'est important de s'intéresser à chacune de ces énergies-là. Et donc, pour vous donner une espèce d'idée d'à quel point c'est difficile de regarder sur une telle large plage d'énergie, c'est comme un peu si je devais mesurer une certaine distance et que pour être capable de comprendre ce qui se passe, il fallait que je sois autant capable de bien mesurer un mètre que de mesurer la distance qui me sépare de la Lune. C'est donc, j'ai besoin d'avoir de l'information à toutes les distances, incluant les petites distances comme la distance d'ici à cette table ou la distance qui me sépare de la Lune. C'est ce genre d'ordre de grandeur-là qui rend très difficile l'interprétation des rayons cosmiques. Et donc, bien qu'on pense ici qu'il y aurait peut-être d'autres galaxies qui pourraient émettre des rayons cosmiques, vient encore un point ici où on détecte des particules qui ont des énergies tellement grandes qu'à ces énergies-là, juste pour vous donner un exemple, un proton d'une énergie de 10 à la 20 électronvolts, c'est un proton, donc c'est une particule fondamentale qui a autant d'énergie qu'une balle de baseball qu'on lance. Donc c'est l'énergie cinétique d'une balle de baseball mise dans un seul atome, dans un seul proton même. Donc c'est des énergies gigantesques et actuellement c'est très difficile de savoir ce qui produit ces rayons cosmiques parce que pour avoir une bonne réponse, il faudrait comprendre d'où proviennent les rayons cosmiques. Et ça, c'est problématique parce que, comme je le disais, les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées. Et donc, si j'ai ici un objet comme, par exemple, une galaxie active qui a un processus par lequel elle accélère des particules chargées, des rayons cosmiques, elle produit des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques-là, c'est des protons et des électrons qui sont à 1 milliard d'années-lumière de nous. Et nous, il faut qu'ils se rendent, dans le fait, pour qu'on puisse les détecter. Et le problème, c'est qu'entre la galaxie et la Terre, il existe des champs magnétiques. Les champs magnétiques du Soleil, d'abord, le champ magnétique terrestre, le champ magnétique du Soleil. Notre galaxie possède un champ magnétique. Et il y a un champ magnétique entre les galaxies en plus. Et donc, ça fait en sorte qu'une particule chargée dans un champ magnétique, ça finit par être dévié de son trajectoire. Et donc, au final, on se retrouve très triste parce que c'est impossible de cerner l'origine des rayons cosmiques, étant donné qu'on sait pertinemment qu'ils vont être déviés de leur trajectoire. Donc, ce qu'on obtient, on ne peut pas retracer en ligne droite
l'objet qui les a émis. Et ça, c'est un problème. Et puis, donc pour être capable d'étudier les rayons cosmiques, leur source, il faut se tourner vers d'autres particules. Et c'est là que je me mets à évoquer le modèle standard. Le modèle standard qu'on va simplifier ici. Parce que, en fait, ce que vous voyez ici, c'est la collection de notre connaissance actuelle de l'état de la matière. Donc, on sait que la matière est constituée de deux grandes familles, jointes ensemble par une autre famille de particules qu'on va appeler ici des Jedi ou des bosons. Donc, on a une famille qu'on appelle la famille des quarks, qui sont des particules élémentaires qui forment les protons, les neutrons et d'autres dérivés plus lourds. On a, comme je disais, des médiateurs de force, que je vais appeler les Jedi, qui sont les porteurs des 4 forces fondamentales que l'on connaît. Et puis, finalement, il y a une autre famille de particules qui est bien intéressante ici, qui, elle, est essentiellement la famille élargie de l'électron. Et puis là, la raison pour laquelle je sors ça, c'est qu'il faut qu'on trouve des particules, des messagers qui vont être capables de voyager en ligne droite de la source des rayons cosmiques jusqu'à nous, sans être interrompus et de manière à ce qu'on puisse les détecter, nous. Parce que ce qu'on veut, c'est une ligne droite vers le processus qui a engendré les rayons cosmiques. Et donc, de prime abord, il faut déjà éliminer toutes ces particules-là parce que ces particules-là sont chargées ici. Et puis, les Jedi que l'on voit ici, la plupart de ces particules-là, de ces bosons, ont une durée de vie trop courte pour parvenir jusqu'à nous. Donc, non seulement il faut un messager qui voyage en ligne droite, il faut aussi que ce messager-là soit capable ait une durée de vie qui lui permette de nous atteindre 1 milliard d'années plus tard. Donc, ça nous laisse ces particules-là ici. Et la première particule qu'on va regarder, c'est évidemment le photon. Donc, le photon, c'est le Jedi qui est porteur de la force électromagnétique. Et c'est ce qu'on appelle essentiellement la lumière. C'est un rayonnement électromagnétique. Et c'est le messager par excellence des astronomes depuis 400 ans. Parce que, étant donné que le photon n'est pas chargé, il voyage en ligne droite. Et puis, il permet d'observer des phénomènes directement, comme par exemple en regardant le Soleil, en analysant les caractéristiques de la lumière émise par le Soleil, on est capable de bien comprendre son fonctionnement. Par contre, lorsqu'on parle de sources de rayons cosmiques, généralement, on s'attend à ce que ces sources-là soient très complexes et évoluent dans un environnement qui est très violent et très énergétique. Donc, je reviens ici avec cette image-là, qui est une image de ce qu'on appelle une galaxie active. Et donc, ce qu'on a ici, c'est une galaxie dans laquelle il y a un trou noir supermassif qui avale de la matière à un rythme effréné et en rejette sous la forme de jets, ici. Donc, il y a énormément c'est un processus qui est très violent, qui est un processus qui devrait, théoriquement, accélérer des rayons cosmiques. Et c'est un processus qui émet de la lumière, donc c'est bien. On pourrait techniquement voir l'origine des rayons cosmiques en s'attardant à la lumière. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui est émise, et cette lumière, elle provient de différents procédés à travers la galaxie. Donc, au final, étant donné que ces galaxies-là sont très lointaines, ça peut devenir très, 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 très difficile d'interpréter la lumière et d'avoir une preuve formelle que la lumière que l'on voit ici, elle est associée à l'émission de rayons cosmiques. Donc, le photon, ce n'est pas vraiment la meilleure particule pour faire ça. Ce qui nous laisse ces 3 particules ici, qui sont de la famille des leptons, que l'on appelle des neutrinos. Donc, des neutrinos, quoi? Neutrinos. Ce sont des particules neutres, vous vous en doutez, qui ne sont pas des neutrons, qui sont beaucoup plus légères, qui ne sont pas de la même famille non plus. Et donc, ces neutrinos, qui seront représentés ici, encore une fois, par le symbole officiel du zoo des particules, ce sont des particules très légères qui voyagent pratiquement à la vitesse de la lumière. Et donc, il y a 3 grandes
disons, faits. Il y a trois choses qu'il faut savoir des neutrinos dans notre investigation des rayons cosmiques. La première, c'est qu'ils se déclinent en 3 saveurs, comme je le disais. Alors, on a le neutrino électron, qui est le cousin de l'électron lui-même, qui sont liés par ce qu'on appelle la force faible. On a également le neutrino muonique, ou le muon neutrino, cousin du muon, qui lui-même est une espèce de cousin plus lourd de l'électron. Donc, ces deux particules-là ont la même charge, une charge de -1, sauf que le muon est plus lourd que l'électron, et donc plus instable. Et puis, finalement, il y a le neutrino tauonique, ou le tau neutrino, qui lui est cousin du tau, qui est la plus lourde des particules sœurs de l'électron. Donc, cette particule-là a une charge de -1, mais à peu près, je crois, 400 fois la masse de l'électron. Il faudrait que je vérifie. Bon, on n'a pas le temps. Donc, l'autre aspect qui est très, très, très important dans notre recherche des rayons cosmiques, c'est que les neutrinos, ce sont des indicateurs formels qu'on a affaire à des rayons cosmiques. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que les rayons cosmiques, la façon dont ils sont produits, peu importe où ils sont produits, on peut s'attendre à ce que certains de ces rayons cosmiques-là interagissent avec d'autres molécules ou atomes à travers l'espace. Et donc, ce qui va arriver, c'est que notre rayon cosmique, qui est un proton, va entrer en collision avec un autre proton. Et l'énergie dégagée par cette collision va être tellement grande que ça va, en fait, détruire la structure interne du proton et la disloquer en composants élémentaires qu'on appelle des quarks, qui vont se regrouper pour créer en fait de toutes nouvelles particules qui sont très instables, qu'on appelle les pions. Alors, il va y avoir des pions avec une charge négative, des pions avec une charge positive, et des pions neutres. Et donc, ces particules-là ne vont pas vivre très longtemps, mais lorsqu'elles vont... elles continuent, ce qui est important aussi, c'est qu'elles continuent de voyager dans la même direction que le proton initial. Et ce qui va arriver, en fait, c'est qu'elles vont finir par se désintégrer, ces pions, en un mélange, en fait. Les pions neutres vont émettre de la lumière, des rayons gamma, particulièrement, donc de la lumière de très haute énergie. Et les pions chargés vont produire des neutrinos muoniques avec un muon, donc leur particule sœur accompagnée, ainsi que de son côté, le pion positif va produire un anti-muon et un anti-neutrino qui s'est caché aujourd'hui, mais qui est néanmoins toujours présent. Et donc, lorsqu'on détecte, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on détecte des neutrinos en conjonction avec des rayons gamma, c'est un très fort indice que le processus à la source qui a généré ces neutrinos et ces rayons gamma, c'est des rayons cosmiques. Et donc ça, c'est très important. Ah, le voilà. Et donc, finalement, la troisième chose qu'il faut savoir sur les neutrinos, et c'est la chose la moins agréable pour un expérimentaliste qui veut détecter ces neutrinos, eh bien, c'est que les neutrinos n'interagissent que très faiblement avec la matière. Donc, pour vous donner une idée, un autre processus qui produit des neutrinos, c'est le Soleil. Le Soleil produit actuellement des neutrinos à un rythme tellement grand qu'à travers la surface de votre pouce, en ce moment, il y a autant de neutrinos qui traversent la surface de votre pouce qu'il y a de gouttes d'eau qui s'écoulent des chutes du Niagara en 1 seconde. Donc, c'est quelque chose comme une dizaine de milliards de neutrinos qui traversent juste la surface de votre pouce. Et malgré tout, dans votre vie, il va y avoir peut-être 1 ou 2 de ces neutrinos qui vont interagir dans tout votre corps. Donc, c'est donc un très gros problème parce que nos neutrinos qui viennent en puissance des lointains cosmiques, bien sur les milliards de neutrinos qui sont émis, il y en a très peu qui interagissent. Donc, ça prend des gros volumes de détection. Quand la taille, en fait, du volume de détection, en fait, la taille de détection qu'on a en ce moment, c'est 1 kilomètre cube. Et donc, c'est avec ceci que je vais enchaîner avec l'expérience sur laquelle je travaille,
qui est donc chargé de détecter ce petit neutrino qui passe à travers la Terre, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ice cube, le cube de glace, qui est très bien nommé parce que c'est essentiellement un cube dans lequel c'est un volume en fait de 1 km3 de glace en Antarctique, dans lequel on a inséré 86 cordes, 86 câbles armés de détecteurs lumineux et de détecteurs de neutrinos. Et donc, tout ce détecteur-là est situé au pôle sud, en Antarctique, sous 2 km de glace. Et donc, le but d'Ice Cube, c'est justement de détecter ces neutrinos. D'abord, c'était de détecter des neutrinos en provenance de l'espace, chose qui a été atteinte en 2013. Et puis, notre deuxième objectif majeur, c'est d'identifier leur source. Et comme je disais auparavant, si on identifie une source de neutrinos, on a fort probablement identifié une source de rayons cosmiques. Ce qui me ramène au mystère de M. S. de tout à l'heure. Donc, vous pouvez me demander comment on construit ce genre de détecteur. Eh bien, la façon dont ça se construit, c'est qu'on s'en va au pôle sud, sur plusieurs années même. Et puis, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'on a amené des perceuses, des forages, des têtes de forage qui utilisent une eau pressurisée, une eau chaude pressurisée à 90 degrés Celsius pour forer un trou à l'intérieur de la glace. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Le tuyau, essentiellement, injecte de l'eau à très haute pression jusqu'à 3 km, 2,8 km sous la glace, après être passé au travers de l'espèce de neige à l'intérieur. Et une fois qu'on a ce trou-là, bien, on insère ces modules ici, qu'on appelle des modules optiques digitales ou Digital Optical Module, communément appelés DOM dans notre jargon. Donc, ces modules-là, ce en quoi ça consiste, c'est que ce sont des sphères de verre sous pression, du verre qui est assez épais, à peu près 1 pouce d'épaisseur, dans lequel on a mis ce qu'on appelle un tube photomultiplicateur. Et donc, ça, c'est c'est essentiellement un gros détecteur de lumière qui est capable de voir des photons individuels. C'est un détecteur lumineux qui est capable de percevoir de très faibles quantités de lumière. Donc, ce qui arrive ici, c'est que lorsqu'un photon est détecté, il va frapper la surface un peu ocre que vous voyez ici. Par effet photoélectrique, ça va produire un électron à l'intérieur d'un tube de verre qui est scellé, sous vide. Et avec une série de champs électriques, donc il y a des séries d'électrodes à l'intérieur de ça, maintenues sous très haut voltage. Et puis, avec ce voltage-là, l'électron va rentrer dans ce qu'on appelle un système de dynode qui amplifie le signal. Donc, un électron va frapper une paroi métallique qui va en émettre une centaine, qui vont eux-mêmes accélérer vers une autre dynode qui vont eux-mêmes en émettre une centaine. Et donc, au final, un photon détecté par ce genre de détecteur va produire 1 millier ou 1 million d'électrons dans notre signal, qu'on est capable après ça de récupérer ici vers des câbles qui remontent à la surface. Donc, on a 60 de ces modules par câble. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attache ces modules après un câble et on les descend dans le trou qu'on vient de forer. Trou qui a toujours de l'eau à l'intérieur, étant donné que pour éviter que la glace, parce qu'il y a une très grande pression, 3 km sous la surface, et pour éviter que le trou s'effondre sur lui-même, on laisse l'eau à l'intérieur pour insérer les cordes. Et puis à la fin, ce qu'on a, c'est quelque chose comme ça ici. Donc on a un ensemble, un réseau de détecteurs lumineux dans l'espace, dans un cube de glace. Et donc, ce qu'on va observer avec Ice Cube, c'est on va observer la trace d'un neutrino lorsqu'il interagit dans ce volume de glace. Et donc, la façon dont Ice Cube fonctionne, c'est que si j'ai mon neutrino ici qui décide d'interagir dans le volume, bien, il va produire, sous l'effet de la force, la force nucléaire faible, il va se transformer en sa particule sœur, donc sa particule chargée, en l'occurrence un muon.
Et donc, ce qui est intéressant avec le muon, c'est que comme c'est une particule chargée, elle, on peut la détecter. Et on peut la détecter parce que, étant donné que le muon aussi voyage à une vitesse très, 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 très grande, il voyage en fait à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière dans la glace. Et ça, c'est un phénomène qui produit une espèce d'onde de choc lumineuse qu'on appelle l'effet Cherenkov. Si vous voyez des photos de réacteurs nucléaires, vous voyez une lumière bleutée autour du réacteur. C'est ce genre d'effet-là. Donc, c'est des particules qui voyagent très vite, qui produisent une lumière bleutée, ou dans ce cas-là, une lumière UV. Et puis, cette lumière-là, elle va former un cône qui va pouvoir être détecté par certains de nos senseurs. Et puis, en analysant la position et la quantité de lumière déposée et le temps auquel la lumière a été déposée dans nos détecteurs, on est capable de reconstruire la direction d'origine du muon qui correspond à la direction d'origine du neutrino. Et donc, ici, tout ceci nous ramène dans notre investigation des rayons cosmiques. Et comme je vous disais, on cherchait depuis longtemps la source de ces rayons. Et jusqu'au 22 septembre 2017, on ne savait pas vraiment, on n'avait pas encore d'idée de source. On avait des idées, mais on n'avait pas de preuves solides que certaines galaxies ou certains objets pouvaient émettre des rayons cosmiques. Et donc, ce qui est arrivé, en fait, le 22 septembre, c'est que on a eu un neutrino qui s'est promené de très haute énergie dans notre détecteur, que vous voyez ici. Donc ça, c'est un peu le même procédé que je vous décrivais précédemment. Ce qu'on peut voir ici, la couleur, ça indique le temps auquel un de ces modules optiques a détecté de la lumière. La taille des cercles, la taille des sphères vous indique la quantité de lumière qui a été détectée. Donc rouge, c'est au début, bleu, c'est vers la fin. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que le neutrino, ayant interagi probablement ici, a produit une particule chargée qui s'est promenée dans cette direction ici. Et donc, ce qu'on peut faire ici, vous pouvez le voir en fait à l'œil nu, on peut retracer la direction d'origine du neutrino. Donc, on voit qu'il est apparu un peu sous terre, en fait, qui a effleuré la surface de la planète, puis qui a été produit puis qui est passé dans une direction vers le haut, en fait, verticale, à l'extérieur, à l'autre extrémité du détecteur. Et donc, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a une flèche, on a un endroit où regarder, on peut regarder dans le ciel à quoi ça correspond. Et puis, ce qu'on regarde ce 22 septembre-là, la direction, si on revient à la direction initiale, eh bien, ça nous amène dans une constellation qu'on connaît probablement plusieurs. C'est la constellation d'Orion. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le corps d'Orion qui apparemment est un archer. Ça, c'est généralement la partie de la constellation qu'on voit le mieux. Mais ce qu'on voit, ce qui est probablement difficile à voir en ville, c'est qu'il existe un arche ici et que Orion a le bras étendu ici. Et donc, le neutrino est venu directement au niveau du coude du bonhomme Orion. Et donc, dans cette direction-là, on sait qu'il existe une galaxie qu'on appelle communément TXS 0506 plus 056. Et donc, c'est une galaxie qui est connue pour être ce qu'on appelle une galaxie active. Et donc, comme je l'expliquais un peu précédemment, une galaxie active, c'est un très bon candidat pour être une source de rayons cosmiques parce que c'est un trou noir, ça consiste en un trou noir supermassif qui avale la matière et qui en rejette sous la forme de jets hyper relativistes, qui en rejette une partie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas de galaxies actives, le jet est orienté vers la Terre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un blazar pour Blazing Quasar, qui lui-même est une abréviation de Quasi-Stellar Source, qui est très mal nommé parce que ce n'est pas du tout une source stellaire, c'est une galaxie.
Mais ça, il faut se plaindre aux astronomes qui ne sont pas capables de nommer les choses comme du monde. Et donc, le processus des rayons cosmiques, ici, ce qu'on voit, c'est que on a un neutrino ici qui a été détecté. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qu'on sait, comme je disais, c'est que les rayons cosmiques peuvent interagir, produire des pions qui se désintègrent en électrons, en muons, et qui produisent également des rayons gamma, donc qui produisent de la lumière. Et puis, ça donne qu'au même moment, alors que nous, sur IceCube, on détectait ce neutrino-là, il y a quelqu'un qui regardait et qui voyait ce photon ici. Et ce détecteur-là, c'est un télescope. C'est un télescope à rayons gamma qui est en orbite autour de la Terre, qu'on appelle le télescope Fermi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un cube d'à peu près 1 mètre cube de surface de détection qui capte les rayons gamma en sa provenance. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que l'émission, lorsqu'on a détecté le neutrino, on a envoyé une alerte à la communauté des astronomes. Et puis, presque immédiatement après, l'équipe de Fermi est venue nous voir et nous a dit on vient de détecter une éruption en provenance de la galaxie TXS 0506 plus 056. Et donc, c'est donc la première fois qu'on est capable d'avoir... C'est donc la première fois qu'on a détecté un indice très fort d'une source de rayons cosmiques. Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, en fait? Bien, ça nous dit que c'est dans cette galaxie-là, ici, qui est à 3 ou 4 milliards d'années de la Terre, il existe un trou noir supermassif, comme je le disais, qui avale la matière qui est en orbite ici et qui tranquillement entre à l'intérieur de ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc la matière est périodiquement jetée à l'intérieur du trou noir. Et lors de ces jets de matière, des fois il y a un peu plus, il y a une étoile ou il y a quelque chose de plus gros qui sort dans le trou noir, mais ça peut créer une éruption à l'intérieur du jet ici. Et puis, dans ce jet-là, donc ce qu'on a ici, c'est des protons, des électrons accélérés à des vitesses très, très, très relativistes, très, très, très proches de la vitesse de la lumière, qui s'entrechoquent parce qu'ils croisent, dans le fond, le milieu interstellaire et tout. Et puis, lorsqu'ils s'entrechoquent ici, c'est à cet instant qu'il y a des neutrinos qui vont être produits parce qu'il va y avoir des collisions entre protons et protons et qu'il va y avoir des rayons gamma. Donc, ce qu'on a ici, c'est les premiers indices d'une source de rayons cosmiques. Et c'est le portrait qu'on est capable de faire grâce à une découverte qu'on a faite le 22 septembre dernier. Donc, maintenant quoi? C'est bien beau tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Bien, on fait le front page de Science. C'est toujours apprécié. Donc, additionnellement, donc on a publié dans Science cet été, si vous avez le numéro. On s'est beaucoup tapé dans le dos, bon travail, mais c'est pas vraiment fini parce que, au bout du compte, tout ce qu'on a vu, c'est un neutrino. C'est pas beaucoup d'informations. Et puis, il y a beaucoup d'autres questions qui ont été soulevées parce que ce que je n'ai pas présenté ici, mais ce qu'on a aussi découvert, c'est qu'une fois qu'on a détecté cette alerte et qu'on a vu des rayons gamma, on est allé voir dans nos données qu'on avait accumulées à cet endroit-là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un excès statistique qui était relativement significatif, qui était toujours en provenance du même objet, là, Texas, machin. Et puis, ce qui est intéressant avec ça, par contre, c'est que si Fermi a regardé aussi dans ses données, et puis, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Donc, on a identifié une période en 2015 où on a un surplus de neutrinos en provenance de cette source-là. Mais Fermi n'a pas détecté la même chose, donc il n'y a pas eu de rayons gamma associés. Donc, ça pose des questions. Donc, c'est beaucoup de questions que les théoriciens vont se faire un plaisir de décortiquer pendant les prochains 10-15 ans. Et donc,
c'est très difficile, évidemment, d'avoir un portrait clair, mais ce qui est très encourageant avec ça, c'est que c'est un autre exemple de ce qu'on appelle l'astronomie multimessage. Parce que pour comprendre un objet aussi complexe qu'un blazar, on n'a pas le choix de se fier à d'autres messagers que juste les neutrinos ou juste les rayons gamma ou juste les rayons cosmiques. Et donc, ce qui est en train de se produire dans la communauté de la physique des astroparticules, donc les astronomes qui regardent les phénomènes de haute énergie, eh bien, c'est qu'il y a de plus en plus d'expériences qui tentent d'utiliser de nouveaux messagers et d'avoir un portrait plus global des phénomènes les plus violents de l'univers. Donc, ici, je vous en montre quelques-unes. Donc, IceCube est en Antarctique ici. C'est un détecteur de neutrinos. On a quelques autres détecteurs de neutrinos un peu partout sur la planète, dont notamment Super Kamiokande, qui est au Japon. Les rayons gamma, on a, comme je le disais, Fermi, qui est en orbite, mais également des télescopes comme Veritas, qui a déjà un groupe à McGill. Un autre détecteur qui s'appelle Hawk, qui est au milieu d'une montagne au Mexique. Des télescopes en Afrique du Sud, en Namibie, AMS-02 que je vous avais montré, et puis LIGO et Virgo qui sont des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et donc, vous avez probablement entendu parler de leur découverte d'ailleurs de LIGO qui leur ont valu le prix Nobel de l'année dernière, leur découverte de neutrons. Ça aussi, c'est un autre exemple de cette astronomie multimessage parce que c'est conjointement, encore une fois, avec Fermi, avec un détecteur de rayons gamma, qu'on a pu vraiment identifier précisément la nature du phénomène qui a produit des ondes gravitationnelles. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi qu'avec IceCube, maintenant, on est également de cette partie. On amène la contribution des neutrinos vers cette tâche qui, dans les prochaines années, devrait produire des résultats très, très, très intéressants pour nous permettre de comprendre les phénomènes les plus énergétiques de notre univers. Et donc, avec ça vient la fin de ma présentation. Et donc, je suis ici si vous avez des questions. Question. Oui. Le début de la construction date de 2007 ou 2009, et puis il a été complété en 2012. Donc ça a pris plusieurs saisons en fait. Ça a été un processus, pour être honnête, IceCube est le résultat d'un processus qui a commencé dans les années 80 pratiquement. Donc c'est des chercheurs qui se sont dit qu'est-ce qu'il faudrait, quelle serait la taille requise pour avoir un détecteur de neutrinos. Ils se sont dit 1 km3. Et ce qu'ils ont commencé, dans les années 90, ils ont construit un prototype qui s'appelle Amanda, où ils ont un peu testé la technologie, testé la façon de forer des trous à l'intérieur de la glace et tout ça. Et puis, ça a permis l'élaboration d'IceCube vers la fin des années 90, début des années 2000. Un peu moins de 300 millions de dollars. Donc, c'est moins cher que le LHC. Mais c'est pas la même chose qu'on regarde. En fait, ces neutrinos-là, on a des neutrinos qui sont produits partout autour de la Terre. On appelle ça des neutrinos atmosphériques parce que quand les rayons cosmiques interagissent avec l'atmosphère, ils produisent encore une fois des pions, puis des muons et surtout des neutrinos. Sauf que ces neutrinos-là ont une énergie beaucoup plus faible que les neutrinos en provenance de l'espace. Donc,
IceCube, le détecteur IceCube est conçu pour détecter des neutrinos ayant des énergies très élevées par rapport à ce qu'on peut voir dans l'atmosphère. C'est ce qui, en fait, nous permet de distinguer un neutrino atmosphérique d'un neutrino qui vient de l'espace, c'est qu'on sait que son énergie est beaucoup plus haute. Ouais, donc on sait que c'est pas possible. On sait que c'est pas possible pour le Soleil de produire des neutrinos avec une énergie aussi haute. Donc, oui. Oui, oui. Donc, je ne l'ai pas souligné, mais donc on a effectivement SNOLAB, donc le Sudbury Neutrino Observatory, qui a remporté conjointement avec Super Kamiokande le prix Nobel de 2015, je crois. Donc ça, ce détecteur-là, c'est un détecteur qui est sous terre à 2 km de profondeur. Et puis c'est une espèce de grosse sphère remplie d'eau. Et donc, c'est un peu le même principe. Donc, c'est un médium transparent. Le neutrino interagit dans le médium, produit une particule chargée, et cette particule-là émet du rayonnement Cherenkov sous forme de cône. La différence, c'est que plutôt que d'avoir des cordes au milieu du volume, c'est la surface entière de SNOLAB qui est recouverte de photomultiplicateurs. Et donc, la principale différence avec le SNO, c'est que c'est un détecteur qui a un très petit volume par rapport à IceCube, et donc qui est conçu pour observer surtout des neutrinos solaires et des neutrinos atmosphériques, donc des neutrinos de beaucoup plus basse énergie que ce qu'on regarde avec IceCube. Oui. Oui, donc il faut prendre compte, comme je disais, les neutrinos, donc ils ont trois saveurs. Ce que j'ai pas mentionné dans cette présentation-là, c'est qu'ils ont un comportement très, très, très étrange, qu'on appelle le comportement de l'oscillation, qui fait en sorte que, dans le fond, un neutrino d'une certaine saveur, alors retournons, un neutrino électron va spontanément se changer en électron muon, et spontanément se changer en électron-électron, et en neutrino tau. Donc, c'est un phénomène par lequel ces trois saveurs qu'on appelle de neutrinos changent. Et donc, ça fait en sorte que quand on mesure les neutrinos, il faut tenir compte effectivement du fait que ben, ça se peut qu'on voit en fait juste le tiers de ce qu'on devrait voir parce que en fait, IceCube est principalement sensible aux neutrinos muoniques parce que ce sont eux qui sont capables de laisser des belles traces dans le détecteur. Donc, les deux autres saveurs, ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont produire dans le détecteur, c'est plus une boule, une sphère, parce que la particule chargée va très rapidement interagir et produire des cascades à proximité du point d'interaction. Donc, on est capable de les détecter, mais c'est difficile de distinguer ces deux saveurs-là par rapport aux neutrinos muoniques. L'avantage d'être construit sous terre, c'est que les rayons cosmiques produisent des neutrinos, mais produisent également des muons aussi. Et les muons, ce sont des particules chargées qui ont qui ont une très longue durée de vie et qui peuvent pénétrer très profondément dans le sol. Donc, quand on essaie de détecter des neutrinos, ce qu'on veut, c'est un muon qui provient d'un neutrino, pas un muon qui provient des rayons cosmiques. Et donc, quand on va s'enfouir sous la Terre en mettant 2 km de roche entre nous et la surface, ça permet d'atténuer une très grande source de bruit dans ces détecteurs-là. C'est pour ça que SNOLAB est situé aussi profondément d'ailleurs.